L'émissaire perse fixe intensément le roi spartiate, serrant les dents. « Choose your words carefully », l'avertit-il. Le roi observe les hommes, les femmes et les enfants autour de lui. Il ressent jusque dans sa chair l'intensité de tout son peuple. Puis il se retourne et dégaine son glaive dont la pointe vient gratter la pomme d'Adam du diplomate. Ce dernier panique. Jamais personne n'avait osé se dresser contre la grande armée perse. Il s'écrie « This is blasphemy! This is madness !» Léonidas recule lentement et abaisse son glaive. L'émissaire pince les lèvres, comme s'il pardonnait difficilement l'affront. Mais le roi se retourne lentement vers sa femme et croise son regard, cherchant son approbation. Elle hoche brièvement la tête. « Madness ?» murmure Léonidas en faisant à nouveau face à l'émissaire incrédule. This is Sparta! Avant de déclencher une guerre entre Sparte et la Perse, le guerrier en slip de cuir a demandé la permission à sa femme. La scène ajoutée par Zack Snyder est là pour traduire la place de la femme dans une société masculine centrée sur la guerre. Aujourd'hui, nous parlerons d'inclusion dans le storytelling de Challenger, dit masculin. Je suis Camille Gillet, auteur et storyteller. Vous écoutez Le Héros aux 1000 visages, le premier podcast francophone sur le storytelling. Récemment, j'ai été appelée sur une mission particulière en storytelling, quelque chose que je n'avais encore jamais réalisé jusqu'ici. On ne m'a pas seulement demandé de faire le storytelling d'une société, on m'a demandé de réaliser un book, interne à la culture d'entreprise. Il s'agit d'un document qui permet de retracer toute la culture de la société, son storytelling, son positionnement, ses valeurs, et bien évidemment différents éléments qui vont permettre de déployer cette narration et de montrer en interne comme en externe la philosophie de l'entreprise. Donc ça commence comme n'importe quel travail dans ces cas-là, par un audit. Et cet audit a mis en évidence un storytelling de challenger, qui est un storytelling de guerrier où on va aller chercher la première position en écrasant les concurrents et tous les adversaires. Donc chez certains spécialistes comme Sébastien Durand, qui est consultant, formateur et évidemment storyteller, lui il rattache ça à un storytelling dit de Mars, car Durand s'est amusé à transposer les 7 typologies narratives qu'on peut trouver dans les récits en 7 typologies de storytelling, et il en a fait un lien direct avec les 7 jours de la semaine et donc les 7 dieux qui y sont rattachés. Mars étant évidemment mardi. Donc là, en l'occurrence, concernant ce client-là, lorsque je fais mon travail, je me rends compte que leur volonté, effectivement, d'arriver premier, de régner en maître, de devenir une norme, ce qui se rattache à un storytelling jupitérien, donc régner sans partage et donc dominer un marché, ce qui est par exemple le cas du storytelling de Coca-Cola, typiquement. Il y a également cette narration d'en vouloir toujours plus, d'insatiabilité, de combativité, etc. Donc il y avait cette culture d'entreprise guerrière qui était peu à peu mise en avant justement à la fois dans nos échanges et en même temps qui devait se retranscrire dans le book que j'étais en train de concevoir. Donc lorsque j'ai commencé à concevoir le positionnement de cette entreprise, je me suis rendu compte qu'il fallait à la fois parler du challenger, à la fois parler de la volonté de devenir les meilleurs, mais du coup se posait à moi la question de la sémantique. Parce que voilà, on est quand même en 2021, cette entreprise a en interne des femmes, ce livre doit parler à tout le monde, et surtout le client m'avait parlé d'un problème qui ne lui déplaisait, enfin selon lui c'était un problème évidemment, que la parité n'était pas totalement atteinte au niveau justement des décideurs. Et ça l'emmerdait profondément parce qu'il ne voyait pas pourquoi il n'y aurait pas plus d'hommes ou plus de femmes, etc. Et il voulait de manière générale que tout le monde se sente égaux, justement, dans son entreprise. Du coup, je me suis retrouvée, quand j'ai commencé un peu à parler de frères d'armes, à me demander s'il ne serait pas plus pertinent de parler de frères et sœurs d'armes. J'en ai évidemment référé à mon client, qui a préféré carrément inverser en parlant de sœurs et frères d'armes. Mais il n'est pas allé que jusque-là, puisqu'il m'a également demandé d'utiliser d'autres formes d'écriture inclusive, allant jusqu'à proposer également d'utiliser le point médian ou le tiret selon mes préférences syntaxiques. Et donc du coup, je rédige un book totalement inclusif qui va dire toutes et tous, qui va parler de sœurs et de frères d'armes, qui va utiliser le tiret, tout en ayant également un discours extrêmement guerrier, une sémantique extrêmement guerrière. Et finalement, d'un coup, je me dis, c'est marrant, mais on rattache plutôt la guerre à des choses, des affaires d'hommes, en fait, un univers masculin, brut, etc.
Et en fait, on peut totalement le rendre inclusif, on peut totalement rendre un discours extrêmement belliqueux, on peut le rendre inclusif vis-à-vis des femmes notamment. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que mon client n'a pas choisi l'écriture inclusive parce qu'on est en 2021 et que ça fait bien et que le lobby blablabla. En fait, c'est pour des raisons simplement d'égalité et d'inclusivité au sens strict. C'est qu'il souhaite vivement que tous ses collaborateurs et ses collaboratrices, lorsqu'ils ont le texte dans les mains, se sentent absolument pas exclus en fait. Il est question que chacun puisse se sentir proche et donc s'identifier en réalité au texte. Là-dessus, c'est quelque chose quand même d'assez commun en marketing, de faire attention à ça. On va s'approcher de la cible, on va essayer de parler avec les bons mots, avec rentrer en résonance justement avec son persona. Donc en soi, finalement, c'est parfaitement logique qu'on ait recours à ce genre de procédé pour pouvoir distiller une volonté politique interne, une culture d'entreprise. Ce qui est intéressant à noter, c'est que en dehors finalement de ce point-là, je n'ai strictement rien changé au texte. Je n'ai pas allégé le texte, il est tout aussi belliqueux, il est tout aussi volontaire, etc. Les termes un petit peu durs, un petit peu brutaux qu'on peut retrouver dedans n'ont pas du tout été allégés, n'ont pas été adoucis. Et ce, même si je souhaitais inclure justement les femmes. Au contraire, il s'agissait de mettre littéralement sur un même pied d'égalité en montrant que les deux sont concernés, les deux deviennent des guerriers de la marque, etc. Parce que c'est peu ou prou un peu le storytelling interne qu'il y a dedans. C'est juste qu'on reconnaissait leur existence en utilisant la sémantique derrière. Alors ça peut paraître complètement futile et peut-être pas pertinent de mettre des points médians ou de féminiser certains mots ou de mettre le masculin et le féminin qui se suivent. Pourtant, déjà en 2017, le docteur Raphaël Haddad, qui est quand même docteur en communication politique et publique, qui est également fondateur de l'agence conseil mots-clés, disait justement que le discours n'était pas seulement un instrument d'influence, que c'était aussi un espace où s'inscrivait le changement de société. Donc, quand mon client, justement, marque cette différence-là, marque ce changement-là dans son discours et tient précisément à ce que son document interne de culture d'entreprise fasse état de cette inclusivité sémantique, c'est justement un marqueur de changement sociétal et d'inclusivité politique et relations humaines, en fait. D'inclusivité managériale, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant également de noter, c'est que le docteur Haddad est également co-rédacteur d'un manuel d'écriture inclusive qu'il a sorti justement en 2017, et il disait justement à ses détracteurs que 5 ans plus tard pour lui, dans 5 ans, ne pas utiliser l'écriture inclusive sera considéré comme étant ringard. Et voilà qu'aujourd'hui je vous parle d'un client qui spontanément m'a demandé de le faire alors que nous sommes en 2021, soit précisément 5 ans plus tard. Alors l'inclusivité ne se mesure pas uniquement évidemment au point médian. On a déjà dit que l'écriture inclusive, ça a été rabâché, mais je vais refaire un petit point également là-dessus. C'est tout simplement d'utiliser des termes qui sont agenrés ou d'utiliser des tournures de phrases qui permettent d'inclure tout le monde, comme française-français par exemple, c'est le début de l'écriture inclusive. Mais l'inclusivité, ce n'est pas également que dans le texte, ça peut être aussi dans les démarches publicitaires ou dans les démarches de ressources humaines. Nike est d'ailleurs un excellent exemple par rapport à ça, et justement pour notre deuxième partie, on va s'appuyer sur cette grande entreprise qui va allier justement toute la partie storytelling guerrier et la partie inclusivité. Donc Nike est clairement sur une typologie de Mars, c'est une typologie guerrière, ce sont des challengers, déjà il n'y a qu'à voir le nom de la marque. Nike, en réalité, vient de Athéna Nike qui était le mot grec pour dire la victoire. Donc c'est l'attribut justement de Athéna, qui était pas juste la déesse d'Athènes, qui était aussi l'équivalent un peu féminin d'Arès pour les Grecs. Donc on est clairement, lorsque la société prend ce choix-là de nom, ils savent exactement ce vers quoi ils se dirigent. D'ailleurs, leur logo est tout simplement, c'est pas une virgule en réalité, c'est une aile en fait qui fait partie des attributs d'Athéna justement. Donc ils assument complètement cette dimension-là. Et c'est logique parce que Nike vend quoi ? Il vend des produits, des accessoires en fait de sport. Et le sport c'est quoi ? Ce n'est rien de moins que le dépassement de soi et le fait de vaincre les concurrents, etc. D'arriver premier, de remporter des batailles, etc.
De façon générale, d'ailleurs, le sport a toujours été plus ou moins lié à la guerre, et nous reviendrons là-dessus en dernière partie. Mais c'est globalement un domaine où il est question de force physique, d'épreuves, etc. Donc on est quand même sur un discours guerrier, et là encore une fois très masculin, justement. Et Nike choisit ce positionnement-là parce que leurs produits les poussent à se positionner par rapport à ça, mais également parce qu'ils souhaitent, à ce moment-là, lorsqu'ils sont créés, dépasser leurs concurrents. Ils ont une posture de challenger à ce moment-là. Nike n'est pas du tout en posture de domination, c'est Adidas à ce moment-là qui est leader, et petit à petit, évidemment, Nike va écraser ses concurrents et jusqu'à dominer Adidas. Et pour autant, et c'est ça qui est intéressant de noter, Nike gardera ce positionnement justement. Si vous voulez un parallèle, c'est un petit peu comme si Pepsi avait gagné la bataille contre Coca-Cola, parce que Pepsi, là aussi, est une marque qui utilise le storytelling de Challenger, et ce qui est là aussi intéressant à noter, c'est que Pepsi va pas hésiter à utiliser des sémantiques de sport, etc., ou faire appel justement à la dimension sportive pour s'opposer à Coca-Cola. C'est-à-dire que Coca-Cola est une marque familiale, de détente, etc., de bons moments, là où Pepsi va être une marque de sportive, une marque de dépassement de soi, etc. En gros, le produit symbolise un petit peu leur propre volonté de vaincre le leader, pardon. Mais du coup, en fait, Nike, c'est vraiment comme si Pepsi avait remporté la victoire. Et pourquoi a continué à ce moment-là sur la voie du storytelling de Mars ? Pour la même raison que j'ai conseillé justement à mon client que lorsqu'il aurait atteint ses objectifs d'être absolument leader et d'être la norme absolue de son secteur, de continuer sur cette lignée-là, parce que justement, se challenger en permanence est dans l'essence même d'un storytelling guerrier. Et concernant Nike, c'est l'essence même du sport, c'est-à-dire qu'un sportif ne va pas s'arrêter à sa première victoire. Il va continuer à se dépasser, il va continuer à s'entraîner pour pouvoir justement remporter d'autres batailles. Et donc là aussi, on a une marque qui a une culture masculine très forte, une culture guerrière très forte, et pourtant on voit dans les années fin 90, début 2000, de plus en plus de spots où la femme est représentée dans des postures tout à fait similaires à celles des hommes. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous montrer une femme en train de faire de la danse classique comme on pourrait imaginer quand on parle de sport féminin entre guillemets ou de la GRS. On va la voir en train de courir, on va la voir en train de peut-être boxer, de peut-être faire du skate, etc. Et ce qui est une grande force, marque de fabrique en fait chez Nike et qui est clairement leur force narrative, c'est que dans le spot, ils n'hésitent pas à filmer, à narrer et à mettre en scène en fait les femmes de l'exacte même manière que les hommes. J'entends par là qu'ils vont les filmer de la même façon, c'est-à-dire qu'ils vont montrer leurs muscles, ils vont montrer l'effort, ils vont les montrer en train de transpirer, ils vont les montrer en train d'échouer, en train d'hésiter, en train de souffrir, en train de réussir, en train de s'extasier sur leur réussite, etc. Et globalement, ça va être toujours la même narration. Le sportif se dépasse grâce aux produits, etc. et atteint sa propre émancipation, sa propre liberté, etc. Que ce soit des sportifs hommes ou des sportifs femmes, Nike ne fait jamais la différence. Et ça, c'est extrêmement fort en termes d'inclusivité parce que il montre les femmes, il montre les hommes, il n'invisibilise ni l'un ni l'autre et les place sur le même plan. C'est-à-dire que techniquement, ça remplit le même office que de dire toutes et tous, parce que, évidemment, dans un texte, on ne peut pas montrer autrement que par l'utilisation des mots, en fait, le féminin et le masculin, et puis derrière, d'avoir la même type de phrase qui sera totalement inchangée, c'est-à-dire frères et sœurs d'armes. Après, Nike ne s'est absolument pas contenté de ça. Ils ont sorti, par exemple, en 2020, pour la journée du 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes, un spot de 47 secondes qui s'intitulait pour que un jour nous n'aurons plus besoin de cette journée. Et justement, on voit différentes femmes de différentes couleurs, de différents âges, de différents poids, de différentes confessions également, en train de pratiquer toutes sortes de sports et la voix off explique que un jour on sera toutes reconnues pour notre valeur et on n'aura plus besoin d'une journée comme ça et qu'en gros on a vraiment hâte que ce jour arrive quoi. Mais tout ça, c'est des mots, finalement. Un storytelling, évidemment que ça se positionne sur la publicité, etc. Évidemment que ça se raconte et tout, mais le storytelling d'une entreprise, ça ne s'arrête pas uniquement au marketing. Ça ne va pas s'arrêter à votre site web ou à votre print. C'est également une affaire de ressources humaines, c'est également une affaire de choix au quotidien. C'est comme ça que Nike, justement, a décidé de présenter des mannequins grande taille dans ses magasins. Donc quand je parle de mannequins, je parle de ces créatures en plastique, justement,
Vous en trouvez notamment un au magasin des Champs-Élysées à Paris qui représente une femme qui doit faire, je pense, un 50 ou un 52 de tour de taille en tenue sportive, quoi, pour montrer justement que tout le monde peut faire du sport. Et ça tranche complètement avec la narration qui dit que seules les femmes sveltes font du sport, etc. Ils sont autorisés à faire du sport. Et là, au contraire, ça pousse justement à tout le monde à se sentir concerné par ça et tout le monde à se sentir à l'aise avec ça. Derrière, là aussi, Nike ne va pas hésiter sur son propre site, notamment sur les pages branding et les pages culture d'entreprise, à utiliser l'écriture inclusive. Ça semble assez évident du coup dans la mesure où ils expriment et ils démontrent sur différents supports leur capacité justement à rassembler, peu importe les origines, les opinions, etc. C'est évident que du coup ça doit se traduire également dans le texte, mais pas seulement. Chez Nike, ça va également se traduire sur des choix managériaux. C'est-à-dire que niveau ressources humaines, ils ont proposé également ce qu'ils appellent des réseaux internes inclusifs. C'est-à-dire des réseaux qui ont été créés par des employés, qui sont gérés par des employés et qui sont communautaires, littéralement communautaires. C'est-à-dire que vous allez avoir des réseaux qui s'appellent littéralement Women of Nike and Friends Network, donc des réseaux internes inclusifs, hein, et ils le font également pour tous. J'ai vu des réseaux qui mettaient en évidence des communautés LGBT, des communautés latino, des communautés noires, et il y avait également à un moment donné, il me semble, une communauté de vétérans de l'armée américaine. Donc ça, pour eux, l'intérêt est double, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à leurs employés de se sentir intégrés, de se sentir protégés, etc. Mais ces employés-là vont pouvoir également réfléchir et développer toute une stratégie marketing pour toucher un public relatif à ces communautés-là, justement. Mais ce n'est pas là le seul intérêt de Nike. Ils reçoivent également plusieurs distinctions chaque année par rapport à leur gestion ressources humaines ou à leur inclusivité en général. Ils publient sur leur site les statistiques ethniques et genrées de tous leurs employés, c'est-à-dire quelle est la part justement de femmes, combien elles gagnent, quelle est la part de personnes d'origine africaine, quelle est la part de personnes d'origine latino, etc. dans leur truc. Et globalement, ils s'enorgueillissent justement de ces stats-là et espèrent rester toujours justement les meilleurs. Mais pourquoi ça fonctionne si bien en fait finalement avec Nike, c'est que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le challenger, la narration même du challenger, c'est le petit contre le grand en fait, c'est David contre Goliath littéralement. Donc aller défendre justement des minorités, faire dans l'inclusivité, c'est tout simplement reprendre cette narration-là, c'est dire nous sommes les représentants justement des personnes opprimées, nous sommes les perpétuels challengers, parce que une femme dans une société d'hommes, une noire dans une société de blancs, etc. Ce sont des personnes qui sont forcément en position de challenge permanent parce qu'ils sont en train d'essayer justement de faire leur place, de jouer un peu des coudes. Ce qui est, et donc vous en conviendrez, totalement compatible avec un storytelling de combattants et de guerriers, justement. Et plus encore, finalement, pour Nike, ça permet de filer une narration qu'ils adorent mettre en avant régulièrement dans leur communication, c'est que le sport serait libérateur, émancipateur et égalitaire. C'est-à-dire qu'on a un spot qui est sorti il n'y a pas si longtemps où on voyait justement des femmes voilées faire du sport, etc. C'était pour soutenir ces femmes qui se battent contre l'oppression patriarcale et l'oppression religieuse. On a également des spots où on voit des jeunes types jeunes des cités en train de jouer au ballon, etc., se rassembler et tout, et c'est pour trancher avec l'image de ghetto et j'en passe, pour montrer que on peut faire de la réinsertion grâce, ou de l'insertion, je sais pas comment vous voulez prendre les choses, mais grâce au sport. Donc globalement, en fait, l'aspect inclusif d'un storytelling est totalement compatible justement avec la notion de combat perpétuel. Le combat sociétal, le combat politique est tout à fait compatible avec le combat guerrier comme le combat sportif. Et ce qui est intéressant là encore à noter, c'est que finalement tout ce discours d'émancipation et d'égalitarisme qu'il y a dans le sport, c'est-à-dire que on est plus femme, on n'est plus homme, on n'est plus autre, on n'est plus pauvre, etc. Grâce au sport, on est tous égaux. C'est exactement le même discours qu'on retrouve derrière quand il s'agit de l'armée. On va vous expliquer qu'il n'y a pas plus égalitaire que l'armée, même s'il y a un système de grades, puisque peu importe ton lieu de naissance, etc., ou ce que tu as fait avant, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors certes, dans les faits, ça n'est pas le cas, mais voilà, c'est quand même un discours que l'on retrouve à la fois dans le sport et qu'on retrouve à la fois justement dès qu'il s'agit de corps professionnels. D'accord, mais quel rapport du coup avec 300 et les Spartiates ? Justement, en fait,
On sait assez peu de choses sur la société spartiate et encore plus sur les femmes. Par contre, on sait qu'elles étaient assez égalitaires avec les hommes, elles avaient des droits de possession notamment, des droits d'héritage. Mais on sait aussi que leur éducation était particulièrement sportive, c'est-à-dire que les femmes ont réclamé qu'elles soient en parfaite santé, qu'elles soient vraiment dans une condition physique exceptionnelle, parce que le rôle principal des femmes était quand même de donner naissance non pas à des personnes mais à des hommes, et plus précisément à des guerriers, donc il fallait vraiment qu'elles soient elles-mêmes suffisamment fortes. Donc la société spartiate est une société en fait où les hommes et les femmes sont sportifs des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a des traces de femmes qui participaient à des Jeux Olympiques et voire même certaines ont été glorifiées par rapport à leur propre score, etc. Mais en réalité, ça n'a strictement rien de surprenant finalement, parce qu'une nation martiale suppose la pleine santé de ses membres, en incluant tout le monde dans ce processus comme ça de perfectionnement physique, on pousse tout le monde à être en capacité de combat en fait. Donc on est finalement très loin d'une société dite douce ou dite fragilisée par de l'inclusivité. De là à dire que Léonidas aurait fait son discours aux Thermopyles en langage inclusif, il n'y a qu'un puits que je ne me permets pas de franchir. Cependant, je vous laisse justement continuer le chemin par rapport à cette réflexion-là. Est-ce que le storytelling guerrier est-il vraiment incompatible avec l'inclusivité féminine? Sont-ce vraiment des domaines dits masculins que la guerre et le sport? Est-ce qu'il n'est pas temps justement de commencer à introduire les femmes? Et est-ce que on ne sait pas tant que ça fourvoyer en s'imaginant que une typologie de challenger ne pourrait pas être compatible avec une structure plus égalitaire et peut-être justement en définitive plus moderne. Voilà, cet épisode du héros 1000 visages touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à me faire vos retours en commentaire, à continuer de partager sur les réseaux sociaux pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne aventure.